Au mariage de ma fille, ils ont remplacé mon siège par une poubelle. C'est juste une blague, espèce de vieux grincheux. Ne sois pas si dramatique, a dit mon gendre. Tous les invités se sont moqués de moi. Mais quand j'ai fait un signe de la main, un enregistrement a commencé à être diffusé sur le grand écran. Les invités se sont évanouis quand. Au mariage de ma fille, ils ont remplacé mon siège par une poubelle. C'est juste une blague, vieux grincheux. Ne sois pas si dramatique, a dit mon gendre. Tous les invités se sont moqués de moi, mais quand j'ai fait un signe de la main, un enregistrement a commencé à être diffusé sur le grand écran. Je suis ravi de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Alan et j'ai 62 ans. Je n'aurais jamais imaginé que le moment le plus humiliant de ma vie se produirait au mariage de ma propre fille. Le jour que j'attendais avec impatience depuis des mois est devenu le jour où j'ai réalisé que j'avais complètement perdu Harper. Et ce n'était pas à cause du mariage. C'était à cause de la manipulation. La matinée a commencé comme n'importe quel père de la mariée. Je me suis réveillé tôt, j'ai repassé mon plus beau costume et j'ai répété mon discours une dernière fois devant le miroir. Harper était mon monde depuis la mort de sa mère, il y a 8 ans. Elle avait 28 ans maintenant, belle, intelligente, avec le doux sourire et l'entêtement de sa mère. Quand elle m'a dit qu'elle épousait Albert, j'ai essayé d'être heureux pour elle. Vraiment. Albert Morrison avait 31 ans. Charmant, d'une manière si lisse que cela me donnait la chair de poule. Il travaillait dans le marketing, du moins c'est ce qu'il prétendait, parlant toujours de grandes affaires et de clients importants. Harper l'avait rencontré dans un café du centre-ville il y a 2 ans, et en 6 mois, il avait emménagé dans l'appartement que je l'avais aidé à acheter. En 1 an, ils étaient fiancés. Tout s'est passé si vite, mais chaque fois que j'essayais de suggérer de ralentir, Harper devenait défensive. « Papa, tu ne le connais pas comme moi, » disait-elle, sa voix prenant ce ton particulier chaque fois qu'Albert était critiqué. « Il me rend heureuse. N'est-ce pas ce qui compte ? » Le lieu du mariage était le Riverside Country Club, le même endroit où ma femme et moi avions célébré notre anniversaire chaque année. Harper l'avait choisi parce qu'elle disait que cela ferait sentir sa mère près de nous. L'ironie ne m'a pas échappé. Cet endroit qui abritait nos plus heureux souvenirs allait devenir le théâtre de mon pire cauchemar. Je suis arrivé à 15h, 2 heures avant la cérémonie. Le personnel s'affairait à arranger les fleurs et à installer les chaises. Je suis allé vérifier le plan de table, quelque chose que j'appréhendais secrètement. Albert avait insisté pour gérer tous les détails du mariage, affirmant qu'il voulait épargner le stress à Harper. Chaque fois que j'offrais de l'aide ou demandais à voir les plans, il souriait de son sourire bien rodé et disait que tout était sous contrôle. La salle de réception principale était élégante, décorée de blanc et d'or, avec des tables rondes disposées autour d'une petite piste de danse. Chaque table avait un numéro et une liste d'invités. J'ai trouvé la table 1, la table d'honneur où s'assiéraient les mariés. La table 2 avait les amis d'université de Harper. La table 3 avait ma famille, mon frère Tom et sa femme, ma cousine Margaret. J'ai continué à chercher, m'attendant à trouver mon nom à la table 4 ou 5, quelque part près du devant. Je n'étais pas à la table 6, 7 ou 8. Mon cœur a commencé à battre plus vite tandis que je scannais les tables restantes. Finalement, au fond de la pièce, près des portes de la cuisine, j'ai vu une petite table d'appoint qui n'était pas là lors du dîner de répétition. Elle n'avait pas de numéro, juste une pancarte manuscrite qui me glaça le sang. Alan Garrett, place spéciale. Mais il n'y avait pas de chaise. Au lieu de cela, derrière la table, se trouvait une grande poubelle argentée avec un nœud blanc attaché autour d'elle. Et un petit écriteau qui disait « Réservé au père de la mariée ». Je suis resté là 1 minute entière à la fixer, mon esprit refusant de traiter ce que je voyais. Cela devait être une erreur. Une sorte de mauvaise blague du personnel de la restauration. Harper ne permettrait jamais ça. Elle ne pouvait pas être au courant de ça. Plutôt drôle, n'est-ce pas? Je me suis retourné pour trouver Albert debout derrière moi, ajustant sa cravate avec cette expression suffisante qu'il portait chaque fois qu'il pensait être astucieux. Il était vêtu d'un smoking noir coûteux qui coûtait probablement plus cher que ma pension mensuelle. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, pas un cheveu en bataille. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Albert a ricané,
le son écorchant mes nerfs comme des ongles sur un tableau. Allez, Alan, ne sois pas si dramatique. C'est juste une petite blague pour détendre l'ambiance. Tu sais, briser la glace avant la cérémonie. Une blague? J'ai senti quelque chose de chaud et d'aigu monter dans ma poitrine. Tu veux que je m'assoie sur une poubelle au mariage de ma fille? Ce n'est pas n'importe quelle poubelle, a dit Albert, souriant encore plus largement. Nous nous sommes assurés que c'était une jolie. Argentée, très classe. D'ailleurs, c'est symbolique, tu ne trouves pas? Les vieilles choses laissent place aux nouvelles. La façon dont il a dit « vieilles choses » a clairement montré qu'il ne parlait pas de meubles. Harper est au courant de ça, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Le sourire d'Albert a vacillé une fraction de seconde, puis est revenu en force. Harper trouve ça hilarant. Elle a dit « Tu as toujours eu un grand sens de l'humour à ce sujet. Tu ne veux pas rendre ta fille heureuse en ce jour spécial ?» C'est alors que j'ai vu Harper s'approcher de l'autre bout de la pièce. Elle était magnifique dans sa robe blanche, ses cheveux foncés relevés en un élégant chignon. Mais quand elle m'a vu debout près de la poubelle, son expression n'a montré ni surprise ni colère. Au lieu de cela, elle semblait mal à l'aise, comme un enfant pris en flagrant délit de quelque chose qu'elle savait être mal, mais n'était pas assez courageuse pour arrêter. « Papa, dit-elle doucement, sans vraiment me regarder. Je vois que tu as trouvé ta place. » Harper, ma chérie, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Dis-moi que tu n'étais pas au courant de ça. Elle a jeté un coup d'œil à Albert, puis à moi. C'est juste pour quelques minutes, pendant le cocktail. Albert a pensé que ce serait drôle. Les gens vont rire, et ensuite tu pourras passer à une table normale pour le dîner. Les gens vont rire, répétai-je lentement. De moi. De ton père. Papa. N'en fais pas toute une histoire, dit Harper, sa voix reprenant ce ton défensif. C'est un après-midi. Tu ne peux pas simplement suivre? Pour moi. J'ai regardé ma fille, mon unique enfant, la petite fille qui s'endormait dans mes bras, qui m'appelait son héros jusqu'à ses 15 ans. Et j'ai réalisé que je regardais une étrangère. La Harper que je connaissais n'aurait jamais permis ça. Elle aurait combattu quiconque aurait essayé d'humilier son père. Mais cette Harper, la Harper d'Albert, me demandait d'accepter la dégradation pour maintenir la paix. Tu veux que je m'assoie sur une poubelle pendant que tes invités de mariage se moquent de moi, dis-je, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Juste pour un petit moment, dit-elle doucement. Avant que je ne puisse répondre, les invités ont commencé à arriver pour le cocktail. Ils ont afflué dans la salle de réception en petits groupes, vêtus de leurs plus beaux vêtements, bavardant et riant. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un remarque l'arrangement inhabituel des sièges. Oh mon Dieu, c'est vraiment pour Alan? J'ai entendu quelqu'un chuchoter. Puis les rires ont commencé. Pas des rires discrets et polis, mais des rires bruyants et sincères. Les gens sortaient leur téléphone pour prendre des photos. Un groupe des garçons d'honneur d'Albert était pratiquement plié en deux, pointant la poubelle et faisant des blagues que je ne pouvais pas tout à fait entendre, mais que je pouvais certainement imaginer. « Allez, Alan, dit Albert à haute voix. Assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. Ne sois pas une telle drama queen. C'est juste une blague. Montre à tout le monde que tu es bon joueur. » La salle regardait maintenant. Des dizaines de paires d'yeux fixés sur moi, attendant de voir ce que je ferais. Certains visages montraient de l'amusement, d'autres de la curiosité, et quelques-uns, principalement mes proches, montraient de l'embarras et de la colère en mon nom. Mais personne n'a dit un mot. Personne n'a dit à Albert que c'était mal. Ils se sont juste contentés de regarder et d'attendre le spectacle. J'ai senti ma poitrine se serrer. La douleur familière qui m'accompagnait depuis la mort de ma femme s'intensifiait jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Ce n'était pas seulement de l'humiliation. C'était de l'effacement. Albert ne me faisait pas seulement passer pour un fou. Il me faisait disparaître, me réduisant à une blague, une relique dont on se moquait et qu'on oubliait. Harper se tenait à côté de son futur mari, le visage rougi, mais son silence était assourdissant. Ma fille, que j'avais élevée pour défendre ce qui était juste, regardait son père être humilié et ne faisait rien pour l'arrêter. C'est alors que j'ai réalisé qu'Albert n'avait pas seulement travaillé pour épouser Harper. Il avait travaillé à l'isoler, à la monter contre moi, à la faire choisir entre nous.
Et ce soir, devant toutes ces personnes, elle avait fait son choix. Mais Albert avait commis une erreur cruciale. Il pensait tout savoir de moi, pensait que j'étais juste un vieil homme inoffensif qui accepterait tranquillement les miettes de dignité qu'il choisirait de me laisser. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais découvert à son sujet il y a 3 mois ni de ce que j'étais prêt à faire avec cette information. Alors que je me tenais là, regardant la poubelle censée être mon trône d'humiliation, j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur était toujours là, vive et profonde. Mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose de plus dur et de plus dangereux. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai senti la petite télécommande que j'y avais cachée. Ce soir, Albert Morrison allait apprendre que sous-estimer les gens était une erreur très coûteuse. Le chemin vers ce moment avait commencé il y a 18 mois, même si je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. Je me souviens de la conversation exacte qui aurait dû être mon premier avertissement. Harper m'avait appelé un mardi soir. Sa voix était tendue d'une manière qui m'a immédiatement mis en alerte. « Papa, il faut qu'on parle », a-t-elle dit sans son salut chaleureux habituel. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Il y a eu une longue pause, du genre qui signifiait qu'elle choisissait ses mots avec soin. « C'est à propos d'Albert. Il m'a dit des choses sur la façon dont tu te comportes avec lui et je dois savoir si elles sont vraies. » Mon estomac s'est noué. « Quelle sorte de choses ? » Il dit que tu as été froid avec lui, dédaigneux, que tu fais des commentaires sur son travail et ses antécédents quand je ne suis pas là. Il pense que tu n'approuves pas notre relation. Je me suis assis lourdement sur la chaise de ma cuisine, la même où j'avais pris le petit déjeuner avec Harper tous les matins pendant ces années de lycée. Harper, j'ai à peine passé 10 minutes seul avec Albert. Quand ai-je eu le temps de faire ces commentaires ? Vois-tu, c'est de ça que je parle, a-t-elle dit, sa voix montant légèrement. Tu es sur la défensive au lieu de simplement écouter ce que je dis. Cette conversation a duré 2 heures. À la fin, j'avais l'impression de parler à une autre personne. La Harper que je connaissais aurait ri à l'idée que je n'étais pas accueillant envers ses petits amis. Elle avait toujours su bien lire les gens, avait toujours fait confiance à son propre jugement. Mais cette Harper semblait douter de tout ce qu'elle savait de moi. Au cours des mois suivants, ces conversations sont devenues plus fréquentes. Albert rapporterait des incidents qui ne s'étaient jamais produits. Des moments où je l'aurais soi-disant critiqué, des moments où je l'aurais prétendument fait se sentir mal accueilli chez moi. Harper m'appelait bouleversée et confuse, me demandant d'expliquer un comportement qui n'existait que dans l'imagination d'Albert. Il dit que tu lui as dit qu'il n'était pas assez bien pour moi, a-t-elle dit lors d'un appel particulièrement douloureux. Harper, quand suis-je censé avoir dit ça ? Dimanche dernier, quand tu faisais des hamburgers. Il dit que tu l'as pris à part et lui a dit qu'il devrait trouver quelqu'un de son niveau. Je me souvenais de ce dimanche très clairement. Albert avait passé tout l'après-midi sur son téléphone, parlant à peine à quiconque. Je lui avais demandé une fois s'il voulait t'aider à cuisiner, et il avait refusé sans lever les yeux de son écran. Nous avions peut-être échangé 20 mots toute la journée. Ma chérie, ça ne s'est jamais produit. Nous avons à peine parlé dimanche dernier. Mais pourquoi mentirait-il à propos de quelque chose comme ça, a demandé Harper, et je pouvais entendre la confusion sincère dans sa voix. Qu'aurait-il à gagner à inventer ça ? C'était la question qui me tenait éveillé la nuit. Qu'est-ce qu'Albert gagnait à monter Harper contre moi ? Au début, je pensais que c'était une simple insécurité. Peut-être se sentait-il menacé par notre relation étroite et voulait-il créer de la distance. Mais au fil des mois, et à mesure que ces histoires devenaient plus élaborées et plus fréquentes, j'ai commencé à soupçonner quelque chose de plus sombre. La véritable percée est survenue il y a 6 mois, lorsque ma voisine, Madame Chen, a mentionné avoir vu Harper à l'épicerie. Elle avait l'air si mince, alane, et fatiguée. Est-ce qu'elle va bien ? Lorsque j'ai interrogé Harper à ce sujet, elle a balayé mes inquiétudes d'un revers de main. J'ai juste été stressé par le travail et l'organisation du mariage. Albert dit que je m'inquiète trop de choses qui n'ont pas d'importance. Cette phrase, Albert dit, était devenue le début de la plupart des phrases de Harper. Albert dit que je devrais me concentrer sur ma carrière plutôt que sur les drames familiaux. Albert dit que les personnes âgées ont parfois des habitudes bien ancrées et résistent au changement. Albert dit qu'il est normal que les familles s'éloignent lorsque les enfants se marient. J'ai commencé à prêter plus d'attention à Harper lors de nos visites. Elle avait toujours été animée, pleine d'opinions et d'histoires sur son travail, ses amis,
ses projets d'avenir. Mais progressivement, elle est devenue plus calme, plus hésitante à exprimer ses propres pensées. Elle commençait à me raconter quelque chose, puis s'arrêtait et disait, « En fait, Albert pense que je ne devrais pas te fardeau de mes problèmes. » La dernière pièce du puzzle s'est mise en place il y a 3 mois. Je prenais un café avec mon vieil ami, le détective Ray Morrison, sans lien avec Albert, malgré le nom de famille partagé. Ray avait récemment pris sa retraite après 30 ans avec le service de police et nous nous rencontrions tous les mois pour discuter et nous plaindre de notre arthrite. « Tu sais, Alan, » a dit Ray alors que nous étions assis dans notre cabine habituelle au restaurant de Martha. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit à propos du petit ami de Harper. La façon dont tu décris son comportement, la sape constante, les tactiques d'isolement, la réécriture des événements. Cela ressemble à un cas d'école de manipulation psychologique. » Manipulation psychologique, ai-je répété. Tu veux dire comme un lavage de cerveau? Pas exactement un lavage de cerveau, mais proche. Nous en avons vu beaucoup dans les affaires de violence domestique. L'agresseur ne commence généralement pas par la violence physique. Il commence par faire douter sa victime de ses propres perceptions, de ses propres souvenirs. Il l'isole de sa famille et de ses amis en créant des conflits et de la méfiance. Au moment où la victime réalise ce qui se passe, elle est si dépendante émotionnellement de l'agresseur qu'elle ne peut pas se libérer, a expliqué Ray comment ces manipulateurs opéraient. Ils étaient souvent charmants et convaincants pour les étrangers, ce qui rendait les allégations de leurs victimes irréalistes. Ils racontaient de petits mensonges difficiles à prouver, puis passaient progressivement à des tromperies plus importantes. Ils ont créé une réalité où leur version des événements était la seule vérité qui comptait. Ce qui est effrayant, a dit Ray, c'est que ces gars sont généralement très bons pour choisir leur cible. Ils recherchent des personnes naturellement confiantes, qui valorisent l'harmonie plutôt que le conflit. Des personnes qui préfèrent croire le meilleur de quelqu'un plutôt que de faire face à une vérité laide. Cette description correspondait parfaitement à Harper. Elle avait toujours été la pacificatrice de notre famille, celle qui aplanissait les disputes et trouvait des solutions de compromis. Après la mort de sa mère, elle s'était lancée dans le soin des besoins émotionnels de tous les autres, souvent au détriment des siens. Alors, que puis-je faire, ai-je demandé à Ray. Si Harper ne me croit pas au sujet d'Albert, comment puis-je la protéger? Ray a remué son café pensivement. D'après mon expérience, ces situations doivent généralement se dérouler. La victime doit voir la vérité par elle-même. Mais parfois, si vous pouvez documenter la manipulation, si vous pouvez prouver que l'agresseur ment, cela peut briser le sort. Cette conversation a semé une graine qui a germé en un plan. J'ai commencé à documenter chaque interaction avec Albert, chaque conversation avec Harper, chaque mensonge et chaque contradiction. J'ai engagé un détective privé, chose que je n'aurais jamais cru faire de ma vie, pour approfondir les antécédents d'Albert. Ce que nous avons découvert était pire que ce que j'avais imaginé. Albert Morrison n'était pas seulement un manipulateur. C'était un manipulateur en série. Mon enquêtrice, une femme nommée Sarah Chen, fille de ma voisine, avait retracé l'histoire d'Albert à travers 3 relations précédentes. Dans chaque cas, le schéma était identique. Il charmerait une femme, l'isolerait progressivement de son système de soutien, puis disparaîtrait une fois qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait. Sa première victime s'appelait Jennifer Walsh, expliqua Sarah en étalant des photos et des documents sur ma table de cuisine. Il est sorti avec elle pendant 2 ans, l'a convaincue de contracter des prêts pour financer ses entreprises, puis a disparu alors qu'elle était endettée de $20 000. La deuxième victime était Maria Santos, une enseignante qui avait aidé Albert à traverser ce qu'il prétendait être une période difficile après la mort de son père. Elle l'avait laissé emménager dans son appartement, l'avait soutenu financièrement pendant qu'il cherchait du travail, l'avait même présenté à sa famille comme son futur mari. Après 8 mois, il a disparu avec ses bijoux et l'argent de son compte d'épargne. La troisième victime était Lisa Park, qui avait rencontré Albert juste 6 mois avant qu'il ne commence à fréquenter Harper. Sarah avait réussi à localiser Lisa via les réseaux sociaux et l'avait convaincue de nous rencontrer. L'histoire que Lisa a racontée m'a glacé le sang. Il m'a dit qu'il s'appelait Albert Martin, a dit Lisa alors que nous étions assis dans un restaurant tranquille en dehors de la ville. Il a dit qu'il était un entrepreneur, qu'il travaillait sur un concept de marketing révolutionnaire qui nous rendrait riches tous les deux. Je l'ai cru parce qu'il était si confiant, si sûr de lui. Il m'a fait sentir comme la personne la plus importante du monde. Lisa a expliqué comment Albert l'avait systématiquement isolé de ses amis et de sa famille,
utilisant les mêmes techniques qu'il utilisait maintenant sur Harper. Il l'avait convaincu que ses parents étaient contrôlants, que ses amis étaient jaloux de leur relation, que lui seul la comprenait et l'appréciait vraiment. Le pire, dit Lisa, les larmes aux yeux, c'est qu'il m'a fait douter de ma propre santé mentale. Il me disait que j'avais dit des choses que je n'avais jamais dites, que j'avais accepté des choses que je n'avais jamais acceptées. Quand j'essayais de discuter, il agissait blessé et confus, comme si j'étais déraisonnable. Finalement, c'était plus facile de simplement être d'accord avec lui que de me battre. Albert avait disparu de la vie de Lisa juste 2 semaines avant de rencontrer Harper. Elle avait déposé une plainte auprès de la police, mais sans preuve concrète de vol ou de fraude, les autorités ne pouvaient pas faire grand-chose. Il avait été trop prudent, trop astucieux dans ses manipulations. J'ai essayé de prévenir ta fille, m'a dit Lisa. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux et lui ai envoyé un message expliquant qui Albert était vraiment, mais il a dû le voir en premier car elle n'a jamais répondu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de son compte me disant d'arrêter de harceler son petit ami avec mes mensonges. Alors que j'étais assis dans ma voiture après avoir rencontré Lisa, j'ai ressenti une rage sans précédent. Albert n'avait pas seulement volé de l'argent à ses femmes. Il leur avait volé leur sens de la réalité, leur capacité à faire confiance à leur propre jugement. Et maintenant, il faisait la même chose à Harper. Mais ce soir, enfin, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour le démasquer. L'enquêteur avait fait plus que simplement découvrir les victimes passées d'Albert. Elle avait trouvé quelque chose qui le détruirait complètement, quelque chose de si accablant que même Harper ne pourrait pas nier la vérité. Alors que je me tenais dans cette réception de mariage, regardant les invités rire de la poubelle censée être mon siège. J'ai pensé à l'appareil d'enregistrement dans ma poche et à la bombe que j'étais sur le point de lâcher. Albert Morrison pensait avoir gagné, pensait avoir réussi à monter ma fille contre moi tout en s'assurant sa prochaine victime. Il était sur le point d'apprendre à quel point il s'était trompé. Le rire dans la salle de réception atteignait son apogée lorsque j'ai pris ma décision. Albert se prélassait sous les projecteurs, racontant à qui voulait l'entendre à quel point j'étais de bonne humeur face à la blague. Harper se tenait à côté de lui, son sourire forcé, mais son silence complet. Elle avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti la petite télécommande que j'y avais cachée. Plus tôt ce matin-là, j'avais travaillé avec le technicien audiovisuel de la salle pour préparer une présentation surprise. Je lui avais dit que c'était une vidéo hommage spécial pour Harper, quelque chose à diffuser pendant la réception. Il avait été heureux d'aider à installer le grand écran et le système de sonorisation qu'Albert avait demandé pour leur diaporama de mariage. Mesdames et messieurs, ai-je appelé, ma voix portant à travers la pièce. Le bavardage a cessé tandis que les têtes se tournaient vers moi. Avant de commencer les festivités de la soirée, j'ai une présentation spéciale pour l'heureux couple. Le visage d'Albert s'est illuminé de ce qu'il pensait probablement être de l'anticipation, mais qui ressemblait plus à de la cupidité pour moi. Il adorait être le centre d'attention, adorait toute occasion d'être célébré ou admiré. Harper avait l'air confuse mais ravie, pensant probablement que j'embrassais enfin l'esprit de son mariage. « C'est si doux, papa, dit-elle, sa voix portant cette luminosité artificielle qu'elle avait développée depuis qu'elle sortait avec Albert. Nous ne nous attendions pas à quelque chose comme ça. Oh, je pense que vous trouverez ça très instructif, ai-je répondu, en appuyant sur le premier bouton de la télécommande. Le grand écran à l'avant de la salle de réception s'est allumé. Au lieu de photos de mariage ou d'un hommage sentimental, les invités se sont retrouvés devant une image en écran partagé. Sur le côté gauche se trouvait Albert Morrison, l'homme qu'ils connaissaient tous comme le fiancé dévoué de Harper. Sur le côté droit se trouvait le même homme, mais dans des vêtements différents, le bras autour d'une femme différente. La femme s'appelait Rebecca Morrison. C'était l'épouse d'Albert. Un souffle collectif a balayé la pièce. La main de Harper s'est portée à sa bouche, ses yeux écarquillés de choc. Le visage d'Albert est devenu pâle, puis rouge, puis pâle à nouveau alors qu'il fixait l'écran avec horreur. « Qu'est-ce que c'est » murmura Harper, mais sa voix fut perdue dans le murmure grandissant des invités confus et choqués. J'ai appuyé sur le deuxième bouton de la télécommande, et l'audio a commencé à jouer. C'était une conversation téléphonique entre Albert et Rebecca, enregistrée il y a seulement 3 semaines par l'enquêteur privé que j'avais engagé. « Chérie, je sais que c'est difficile. » La voix d'Albert a rempli la salle de réception grâce au système de sonorisation professionnel, mais le plan fonctionne parfaitement. Harper n'a aucune idée de nous,
et après notre mariage, j'aurai accès à tous ses biens. Son père lui a laissé une fiducie de plus de 200 000 $, plus l'appartement et ses économies. La voix de Rebecca est venue clairement. Combien de temps devrons-nous continuer comme ça? Les enfants demandent quand papa rentrera à la maison. Juste quelques mois de plus, a répondu Albert. Une fois que je serai légalement marié à elle, je pourrai commencer à transférer de l'argent de ses comptes. Nous laisserons les choses se dérouler pendant environ 6 mois. Ensuite, je demanderai le divorce et réclamerai la moitié de tout. Avec ce que nous obtiendrons de Harper, plus ce que j'ai déjà pris à la dernière, nous aurons assez pour disparaître quelque part de bien. Peut-être le Costa Rica. La salle de réception était devenue complètement silencieuse, à l'exception de l'enregistrement accablant. Harper secouait la tête, son visage blanc comme sa robe de mariée. Certains invités tenaient leur téléphone, enregistrant le désastre qui se déroulait devant eux. « Éteins-le » dit Albert, sa voix à peine audible. « Éteins-le tout de suite », mais je n'avais pas fini. J'ai appuyé sur le 3e bouton et de nouvelles images sont apparues à l'écran. Des photos de mariage, mais pas d'aujourd'hui. Celle-ci était du mariage d'Albert et Rebecca il y a 4 ans au Nevada. Puis d'autres photos sont apparues. Albert avec Rebecca et leurs 2 enfants, un garçon et une fille qui semblaient avoir environ 6 et 8 ans. Photos de famille, de fêtes d'anniversaire, de matin de Noël, de voyage à Disneyland. « C'est un faux », dit Albert désespérément, sa voix montant. Tout cela est faux. Il a falsifié ces photos. C'est une sorte de vengeance élaborée parce qu'il n'approuve pas notre relation. Mais ces protestations furent noyées par l'enregistrement audio qui se poursuivait. Maintenant, c'était une conversation différente. Celle-ci entre Albert et un homme dont je ne reconnaissais pas la voix. Le vol d'identité était génial, disait l'homme inconnu. Créez un tout nouvel historique pour vous-même, avec de faux dossiers d'emploi et antécédents de crédit. Combien de temps vous a-t-il fallu pour établir l'identité d'Albert Morrison? Environ 6 mois, a répondu fièrement Albert. Le vrai Albert Morrison est décédé dans un accident de voiture en Oregon il y a 3 ans. Célibataire, pas de famille, même âge que moi. J'ai juste commencé à utiliser son numéro de sécurité sociale et j'ai construit toute une nouvelle vie autour de ça. Harper a poussé un son qui était quelque part entre un sanglot et un cri. Elle regardait l'homme qu'elle venait d'épouser, le voyant clairement pour la première fois. Ton nom n'est même pas Albert. Harper. Laisse-moi expliquer. L'homme qu'elle connaissait sous le nom d'Albert a dit, en lui tendant le bras. Tout cela est sorti de son contexte. Ton père a manipulé ses enregistrements. Mais Harper s'est éloigné de lui, tout son corps tremblant. Quel est ton vrai nom? Demanda-t-elle. Quand il ne répondit pas, je pris la parole pour lui. Son vrai nom est Marcus Webb. Il est recherché dans 3 États pour vol d'identité, fraude et bigamie. Le détective privé que j'ai engagé l'a traqué à travers 4 identités différentes et au moins 6 victimes différentes au cours des 10 dernières années. La salle a éclaté en chaos. Certains invités criaient des questions. D'autres se dirigeaient vers les sorties. Les garçons d'honneur d'Albert avaient l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Les demoiselles d'honneur de Harper l'entouraient, leur visage choqué et pâle dans l'éclairage élégant. Tu mens, a dit Albert Marcus, quel que soit son nom, mais sa voix manquait de conviction. Harper, tu me connais. Tu sais que je t'aime. Ton père n'est qu'un vieil homme amer qui ne supporte pas de te voir heureuse. Harper le regarda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. C'était le regard de quelqu'un qui voyait un monstre pour la première fois. Les appels téléphoniques que tu prenais en privé. Les voyages d'affaires qui n'avaient jamais de sens. La façon dont tu voulais toujours gérer nos finances. Harper, s'il te plaît. La façon dont tu m'as monté contre mon père, continua-t-elle, sa voix devenant plus forte. Les histoires que tu m'as racontées sur des choses qu'il aurait dites. Des choses qu'il aurait faites. Rien de tout cela n'était vrai, n'est-ce pas? J'ai appuyé sur le dernier bouton de la télécommande et l'écran a montré une dernière image. C'était un rapport de police déposé par Rebecca Morrison 3 jours plus tôt, signalant la disparition de son mari. Le rapport comprenait une photo et une description détaillée qui correspondaient exactement à l'homme debout devant nous. Sa femme a déposé un rapport de personne disparue, ai-je expliqué à la foule stupéfaite. Elle le cherchait depuis des semaines, craignant que quelque chose de terrible ne lui soit arrivé.
Elle n'avait aucune idée qu'il vivait une double vie, se préparant à commettre la bigamie pour voler une autre femme. L'homme qui s'était fait appeler Albert Morrison a regardé désespérément autour de la pièce, cherchant une échappatoire ou un allié, mais il n'y avait nulle part où courir et personne d'autre à convaincre. Les preuves étaient accablantes, indéniables, dévastatrices. Harper pleurait maintenant. De grands sanglots qui secouaient tout son corps. Elle a retiré sa bague de mariage et l'a jetée à ses pieds. « Va-t'en » a-t-elle dit, sa voix brisée. « Va-t'en d'ici avant que j'appelle moi-même la police. »« Harper, nous pouvons arranger ça » a-t-il plaidé. « Je peux tout expliquer. L'enregistrement est trafiqué. Les photos sont fausses. Ton père essaie de nous détruire parce qu'il est jaloux de ce que nous avons. » Mais Harper n'écoutait plus. Elle me regardait avec une expression d'horreur et de honte naissante. « Papa » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, papa, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je voulais aller vers elle, la serrer dans mes bras et lui dire que ce n'était pas sa faute, qu'elle était la victime ici. Mais d'abord, je devais m'assurer que Marcus Webb ne puisse plus faire de mal à personne. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Je voudrais signaler un fugitif recherché, ai-je dit calmement, mes yeux ne quittant jamais l'homme qui avait tenté de détruire la vie de ma fille. Il est au Riverside Country Club, et il ne va nulle part. Marcus fit une dernière tentative désespérée pour sauver la situation. Il attrapa le bras de Harper et tenta de la tirer vers la sortie. Nous partons maintenant. N'écoute plus ces mensonges. Mais Harper se dégagea de lui avec une telle force qu'elle trébucha en arrière contre l'une des tables décorées. Ne me touche pas, cria-t-elle. Ne me touche plus jamais. Le son des sirènes s'intensifiait déjà au loin. Marcus a finalement réalisé que son jeu était terminé, que tous ses plans et manipulations minutieux n'avaient abouti à rien. Il a regardé autour de la pièce une dernière fois, son masque charmant s'effondrant enfin pour révéler le prédateur froid et calculateur en dessous. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, vieil homme, » m'a-t-il dit, sa voix remplie de venin. « Elle ne te pardonnera jamais pour ça. Même si tout ce que tu leur as montré est vrai, elle te haïra d'avoir détruit son jour de mariage. » J'ai regardé Harper, qui était entouré de ses demoiselles d'honneur, mais qui me fixait directement. Son visage était couvert de larmes et de maquillage, sa robe de mariée parfaite froissée et tachée. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai vu ma vraie fille me regarder. « Non » ai-je dit doucement. « Elle me remerciera de lui avoir sauvé la vie. » Alors que les voitures de police entraient sur le parking du country club, leurs lumières rouges et bleues clignotant à travers les fenêtres de la salle de réception. J'ai réalisé que la poubelle sur laquelle j'étais censé m'asseoir était la chose la moins importante qui s'était passée ici aujourd'hui. Marcus Webb avait essayé de me faire disparaître de la vie de Harper, mais au lieu de cela, il avait disparu de la nôtre pour toujours. Les policiers qui ont répondu à mon appel étaient des professionnels, mais même semblaient stupéfaits par l'ampleur de ce qu'ils ont trouvé au Riverside Country Club. La détective Sarah Martinez, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique, a pris en charge la scène pendant que son partenaire s'efforçait de calmer la foule d'invités de mariage qui venaient d'assister à l'effondrement de ce qu'ils pensaient être un conte de fées romantique. Marcus Webb, je refusais de le considérer comme Albert désormais, avait tenté de s'enfuir en entendant les sirènes, mais plusieurs des invités masculins, dont mon frère Tom et l'ami d'université de Harper, David, avaient bloqué les sorties. Il était acculé dans la cuisine du country club lorsque les agents l'ont trouvé, accroupi derrière une table de préparation en acier comme le lâche qu'il était. « Monsieur, je dois vous demander de nous accompagner » dit fermement la détective Martinez en s'approchant de lui avec les menottes prêtes. « Tout cela est un malentendu, » dit Marcus. Sa voix prenant ce ton doux et persuasif qu'il avait perfectionné au fil des années de manipulation. « Je suis la victime ici. Cet homme, il me désigna du doigt, me harcèle, moi et ma fiancée, depuis des mois. Il a falsifié ses enregistrements et ses photos parce qu'il désapprouve notre relation. » La détective Martinez me regarda, puis de nouveau Marcus. « Monsieur, nous allons régler tout cela à la station. Pour l'instant, je dois vous demander de placer vos mains derrière votre dos. »« J'exige de parler à mon avocat, » dit Marcus. Mais il était déjà menotté et on lui lisait ses droits. Alors qu'ils l'emmenèrent, il se retourna pour regarder Harper une dernière fois. « Ce n'est pas fini, Harper. Quand tu réaliseras ce que ton père nous a fait, quand tu comprendras comment il t'a manipulé, tu reviendras vers moi. Je t'attendrai. »
Harper tressaillit comme s'il l'avait giflé. Et je vis quelque chose se briser en elle à ces mots. Même maintenant, même pris en flagrant délit, Marcus essayait de semer le doute, d'essayer de lui faire remettre en question sa propre perception de la réalité. La salle de réception était en plein chaos. La plupart des invités étaient partis, soit trop choqués pour rester, soit trop mal à l'aise pour assister au drame familial qui se déroulait. Les traiteurs rangeaient discrètement le dîner non touché, et le photographe de mariage avait cessé de prendre des photos après l'arrivée de la première voiture de police. Harper se tenait au milieu de tout cela, toujours dans sa robe de mariée, l'air perdu et brisé. Ces demoiselles d'honneur planaient à proximité, incertaines de savoir si elles devaient la réconforter ou lui laisser de l'espace. La magnifique réception qui avait coûté des milliers de dollars était terminée avant même d'avoir réellement commencé. « Harper » dis-je doucement, m'approchant d'elle avec précaution. « Ma chérie, tu vas bien ?» Elle me regarda avec des yeux rouges et gonflés. « Je vais bien » répéta-t-elle, sa voix creuse. « Papa, je viens de découvrir que l'homme que j'ai épousé cet après-midi est un parfait inconnu. Que toute notre relation était un mensonge. Que j'ai passé les 18 derniers mois à te traiter comme l'ennemi tout en défendant un criminel. Comment pourrais-je aller bien ? Je voulais la tendre et la serrer dans mes bras, mais je pouvais voir qu'elle se retenait à peine. Nous devons te sortir de cette robe et t'emmener quelque part au calme où tu pourras digérer ce qui vient de se passer. La suite nuptiale, dit Harper avec un rire amer. Nous avons réservé la suite nuptiale à l'étage. Quelle ironie! La détective Martinez s'approcha de nous. Son expression était compatissante mais professionnelle. Mademoiselle Garrett, je sais que c'est une période incroyablement difficile, mais je dois vous poser quelques questions sur votre relation avec le suspect. Il pourrait y avoir des crimes financiers impliqués, et nous devons comprendre l'étendue de ses activités. Harper hocha la tête d'un air hébété. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. Avait-il accès à vos comptes bancaires, cartes de crédit, documents financiers? La question sembla réveiller Harper, coupant son choc avec une décharge de peur. Oui, il en avait. Nous avons combiné nos finances il y a 6 mois lorsque nous avons emménagé ensemble. Il a dit que ce serait plus facile pour la planification du mariage et l'établissement du budget pour notre avenir. La détective Martinez et moi avons échangé un regard. Nous aurons besoin que vous contactiez votre banque dès demain matin, dit-elle. Vérifiez tous vos comptes, rapports de crédit, tout ce à quoi il aurait pu avoir accès. Documentez toutes les transactions non autorisées ou les nouveaux comptes ouverts à votre nom. Alors que la détective continuait à poser des questions, j'observais le visage de ma fille à mesure que toutes les implications de la tromperie de Marcus devenaient claires. Elle ne faisait pas seulement face à la trahison émotionnelle de découvrir que son mari était un imposteur. Elle faisait potentiellement face à une ruine financière également. Les voyages d'affaires, dit Harper soudainement, sa voix aiguë de réalisation. Il partait en voyage d'affaires presque tous les week-ends au cours des 3 derniers mois. Il a dit qu'il rencontrait des clients potentiels, qu'il développait son entreprise de conseil, mais il rentrait chez sa vraie famille, n'est-ce pas? J'acquiesçais sombrement. Selon l'enquêteur, il menait une double vie depuis des mois, disant à sa femme, Rebecca, qu'il travaillait hors de l'État, te disant qu'il construisait une entreprise qui n'existait pas. Les jambes d'Harper semblèrent céder et elle s'enfonça dans l'une des chaises de réception, les dépenses de mariage. Il insistait pour tout payer lui-même. Il disait qu'il voulait me gâter, mais il utilisait mon argent, n'est-ce pas? L'argent qu'il a transféré de notre compte joint. Nous le saurons demain quand vous parlerez à la banque, dit doucement la détective Martinez. Mais pour l'instant, vous devez vous concentrer sur vous-même. Avez-vous un endroit sur où passer la nuit? De la famille ou des amis qui peuvent être avec vous? Avant que Harper ne puisse répondre, mon frère Tom apparut à mon coude. Il était resté silencieux pendant la confrontation, mais je pouvais voir la colère couver dans ses yeux. Elle reste avec nous ce soir, dit-il fermement. Margaret est déjà rentrée chez elle pour préparer la chambre d'amis et passer quelques appels pour annuler les réservations de lune de miel. Harper le regarda avec surprise. Oncle Tom, tu n'as pas à le faire. Oui, nous devons le faire, l'interrompit-il. Alan, tu as fait la bonne chose ce soir. Je sais que ce n'était pas facile, et je sais que Harper ne le voit peut-être pas comme ça en ce moment, mais tu l'as sauvé d'années d'enfer. Comme si ses paroles avaient ouvert un flot, Harper se remit à pleurer. Non pas les larmes choquées et silencieuses de tout à l'heure,
mais de profonds sanglots déchirants qui semblaient venir du plus profond de son être. Je n'arrive pas à croire que je sois tombé dans le piège, halta-t-elle entre deux sanglots. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si stupide. Tu n'as pas été stupide, dis-je, me rapprochant enfin assez pour passer mon bras autour de ses épaules. Tu étais gentille, confiante et aimante. Ce sont de bonnes qualités, Harper. Le fait que quelqu'un en ait profité ne te rend pas stupide. Mais je me suis retourné contre toi, dit-elle, me regardant avec angoisse. Toutes ces fois où il m'a dit que tu disais des choses que tu n'avais jamais dites, faisais des choses que tu n'avais jamais faites. Je l'ai cru au lieu de te croire. Je l'ai laissé me convaincre que tu étais le problème. La douleur dans sa voix était presque insupportable. Ma chérie, c'est ce que font les manipulateurs. Ils sont experts pour faire douter leurs victimes de leur propre perception. Tu n'es pas la première personne à tomber victime de ce genre d'abus psychologique, et tu ne seras pas la dernière. La détective Martinez termina de prendre la déclaration initiale de Harper et lui tendit une carte de visite. Appelez-moi demain après avoir parlé à votre banque. Nous aurons besoin de dossiers détaillés de toutes les transactions financières. Et selon ce que nous trouverons, nous pourrions avoir besoin d'impliquer les autorités fédérales s'il a déplacé de l'argent d'un État à l'autre. Alors que la détective partait, nous trois, Harper, Tom et moi, nous tenions dans la salle de réception vide, entourés des restes de ce qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de Harper. Les fleurs se fanaient. Les bougies s'étaient consumées, et la poubelle avec son nœud blanc était oubliée près du mur du fond, comme un accessoire d'une très mauvaise blague. « Papa, dit Harper doucement. Quand as-tu su ? Quand as-tu soupçonné pour la première fois qu'Albert n'était pas celui qu'il prétendait être ? J'y ai réfléchi un instant. Je pense qu'une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas dès le début. Il était trop lisse, trop charmant, trop désireux de t'isoler de tous ceux qui tenaient à toi. Mais je n'ai eu de preuve qu'il y a 3 mois quand j'ai engagé le détective privé. 3 mois. Les yeux de Harper s'écarquillèrent. Tu savais depuis 3 mois et tu ne m'as rien dit. J'ai essayé de te le dire, ma chérie, mais chaque fois que j'évoquais des préoccupations concernant Albert, tu me fermais la porte. Il t'avait convaincu que j'étais le problème, que j'essayais de saboter ton bonheur. Si je t'avais montré les preuves avant ce soir, tu ne les aurais pas crues. Tu aurais pensé que je les avais fabriquées par jalousie ou par dépit. Harper resta silencieuse pendant un long moment, assimilant cette information. Finalement, elle dit, la poubelle. Me faire regarder pendant que tout le monde se moquait de toi. C'était son dernier test, n'est-ce pas? Pour voir si je le choisirais complètement plutôt que toi. Je pense que oui. Et j'ai échoué au test. Sa voix était à peine un murmure. Je suis resté là et j'ai regardé mon père être humilié. Et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Tom intervint avant que je ne puisse répondre. Harper, tu as été manipulé psychologiquement par un expert. Ne te blâme pas d'être tombé victime de quelqu'un dont toute la subsistance dépend d'être convaincant. Alors que nous nous préparions enfin à quitter le country club, Harper s'arrêta à l'entrée pour regarder la salle de réception une dernière fois. Je n'arrête pas de penser à sa vraie femme, dit-elle. Rebecca, elle était morte d'inquiétude pour lui, déposant des rapports de personnes disparues, se blâmant probablement pour tout ce qu'elle pense l'avoir fait fuir. Et pendant tout ce temps, il était ici à planifier de voler mon argent et de nous abandonner tous les deux. La police la contactera ce soir, lui assurai-je. Elle aura enfin des réponses, même si ce ne sont pas celles qu'elle espérait. Harper hocha la tête, puis se tourna vers moi avec une expression que je n'avais pas vue depuis qu'elle était petite fille. Confiance et vulnérabilité complète. Papa, je suis tellement désolé pour tout. De ne pas t'avoir cru, de l'avoir choisi plutôt que toi, de l'avoir laissé semer la discorde entre nous. Je ne sais pas comment tu pourras jamais me pardonner. Je la serrai dans mes bras, la tenant fort contre ma poitrine comme je le faisais quand elle était petite et que le monde semblait trop grand et effrayant. Il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Tu es ma fille et je t'aime. Cela n'a jamais changé, même quand tu ne pouvais pas le voir. Alors que nous sortions dans l'air frais du soir, j'ai réalisé que Marcus Webb avait commis une erreur critique involontaire, il avait supposé que briser la confiance de Harper en moi lui donnerait un contrôle total sur elle. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le véritable amour, celui entre un père et une fille, ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un essaie de l'empoisonner. Il attend patiemment que la vérité le libère. La semaine qui a suivi le mariage fut un tourbillon d'entretiens policiers,
de réunions bancaires et de consultations juridiques. Harper est retourné temporairement dans son ancienne chambre chez moi pendant que nous faisions le point sur les dommages financiers causés par Marcus. Le fait de l'avoir de nouveau à la maison après tous ces mois de tension et de distance aurait dû être un soulagement. Mais le silence entre nous était plus lourd que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Elle a passé la majeure partie de ses premiers jours dans sa chambre, ne sortant que pour les repas que nous prenions dans un silence inconfortable. Je pouvais l'entendre au téléphone avec la banque, avec les compagnies de cartes de crédit, avec les avocats, sa voix monocorde et professionnelle alors qu'elle essayait de démêler le réseau de manipulation financière que Marcus avait tissé autour de sa vie. Jeudi matin, elle est descendue avec une pile de papier et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine où nous prenions le petit déjeuner ensemble quand elle était au lycée. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais sa mâchoire était serrée avec une détermination que je reconnaissais de sa mère. « Je dois te dire à quel point c'est grave », a-t-elle dit sans préambule. J'ai posé ma tasse de café et lui ai accordé toute mon attention. D'accord. Il a volé 43 000 $ de mon compte d'épargne au cours des 6 derniers mois. De petits transferts, rien d'assez important pour déclencher des alertes de la banque. Il a ouvert 3 cartes de crédit à mon nom et les a toutes utilisées au maximum. C'est 28 000 $ de dettes supplémentaires. Il a contracté un prêt personnel en utilisant mon appartement comme garantie pour 15 000 $. Sa voix était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler en lisant les papiers. Jésus, Harper, il y a plus. Il m'a convaincu de l'ajouter à mon compte courant afin qu'il puisse m'aider à gérer les dépenses de notre mariage. Il a utilisé cet accès pour s'écrire des chèques, totalisant 12 000 $ supplémentaires. Au total, il m'a volé près de 100 000 $. J'ai eu la nausée. Qu'a dit la banque? Est-ce que quelque chose peut être récupéré? Harper a laissé échapper un rire amer. Une partie peut-être, car je lui ai volontairement donné accès à certains comptes. Ce n'est pas techniquement un vol dans tous les cas. Les cartes de crédit ouvertes à mon insu sont une fraude évidente. Donc, ces dettes devraient être annulées. Mais l'argent qu'il a transféré des comptes auxquels je lui avais donné la permission d'accéder. Cela va être beaucoup plus difficile de prouver que ce n'était pas légitime. Nous sommes restés silencieux quelques minutes pendant que je traitais l'étendue du vol de Marcus. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que cela soit déjà dévastateur. C'était la manière systématique dont il avait planifié et exécuté la destruction financière de Harper alors qu'elle lui faisait entièrement confiance. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où il s'est plaint que j'étais trop prudente avec l'argent, dit Harper doucement. Il disait des choses comme « Tu ne peux pas l'emporter avec toi, et nous devons commencer à vivre comme le couple à succès que nous allons être. » Je pensais qu'il m'encourageait à être moins anxieuse au sujet des finances. Je n'ai pas réalisé qu'il me conditionnait à ignorer mes instincts de protection de mes biens. Harper, tu ne pouvais pas savoir. Il a clairement fait cela auparavant et il a eu des années pour perfectionner ses techniques. Elle me regarda avec une expression qui était à la fois de la gratitude et de l'angoisse. Papa, je dois te demander quelque chose, et je dois te demander d'être complètement honnête avec moi. Bien sûr. Quand je le défendais devant toi, quand je choisissais sa version des événements plutôt que la tienne, me détestais-tu? La question me frappa comme un coup physique. Harper, non. Jamais. Pas une seconde. Mais j'étais si horrible avec toi. Je t'ai accusé d'être jaloux et contrôlant. Je t'ai dit que tu essayais de saboter mon bonheur parce que tu ne supportais pas de me voir avec quelqu'un qui me faisait sentir aimé. Sa voix se brisa sur les derniers mots. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris ses mains dans les miennes. Ma chérie, tu as été manipulée psychologiquement par un expert. Chaque réaction que tu as eue, chaque choix que tu as fait était le résultat de mois d'abus émotionnels soigneusement planifiés. Tu n'es pas responsable d'être tombé victime de cela. Mais j'aurais dû savoir mieux. J'aurais dû te faire confiance au lieu de lui. Pourquoi? Il a passé des mois à te convaincre que j'étais le problème. Il t'a raconté des histoires sur des choses que j'aurais dites et faites. Des choses qui semblaient suffisamment plausibles pour semer le doute. Il t'a isolé de moi progressivement, si subtilement que tu n'as même pas réalisé ce qui se passait. Ce n'est pas ta faute, Harper. C'est ce que font les prédateurs. Elle a retiré ses mains et s'est essuyé les yeux avec le dos de sa manche. Je n'arrête pas de penser à maman, à ce qu'elle dirait si elle pouvait voir ce que je suis devenu. Elle m'a appris à être forte et indépendante, à faire confiance à mes instincts et à me défendre.
Au lieu de cela, j'ai laissé un homme me convaincre que mon propre père était mon ennemi. La mention de ma femme m'a provoqué une douleur familière à la poitrine. Suzanne était partie depuis 8 ans, mais sa sagesse et sa douce force me manquaient chaque jour. Elle aurait vu clair dans le jeu de Marcus immédiatement, aurait protégé Harper de sa manipulation. Ta mère serait fière de toi, dis-je fermement. Elle serait fière que tu aies trouvé le courage d'affronter la vérité quand elle t'a été présentée. Elle serait fière que tu te battes pour reconstruire ta vie au lieu de te vautrer dans l'apitoiement. Et elle serait furieuse contre Marcus pour avoir essayé de détruire sa fille. Pour la première fois depuis le désastre du mariage, Harper sourit. C'était un petit sourire triste, mais c'était sincère. Elle l'aurait détesté, n'est-ce pas? Elle aurait vu clair dans son jeu dès le premier jour. Ta mère avait une incroyable capacité à lire les gens. Elle disait toujours que le vrai caractère de quelqu'un se révèle dans la façon dont il traite les gens qui ne peuvent rien faire pour eux, comme la façon dont Albert traitait les serveurs et les employés de magasin, dit Harper. La réalisation éclaira son visage. Il était toujours impatient avec eux, dédaigneux. Je me suis dit que c'était juste parce qu'il était concentré et déterminé, mais maman aurait su mieux. Nous avons parlé pendant 3 heures ce matin-là. Vraiment parlé pour la première fois depuis que Marcus était entré dans la vie de Harper. Elle m'a parlé des petites choses qui l'avaient dérangé, mais qu'elle avait mises de côté. La façon dont il critiquait ses amis, la façon dont il la décourageait de passer du temps avec sa famille, la façon dont il la faisait se sentir coupable de vouloir maintenir son indépendance. Il avait une réponse à tout, a-t-elle dit. Quand je remettais en question quelque chose qu'il faisait ou disait, il avait toujours une explication raisonnable. Quand je me sentais mal à l'aise face à une décision vers laquelle il me poussait, il me faisait me sentir irrationnelle ou trop émotive. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, expliquai-je. C'est une forme de manipulation psychologique où l'agresseur fait douter sa victime de sa propre santé mentale et de ses perceptions. C'est l'un des outils les plus efficaces que les prédateurs utilisent parce que c'est si subtil et graduel. Harper resta silencieuse pendant un long moment, assimilant cette information. Finalement, elle dit, « Je veux aider à l'attraper. Je veux m'assurer qu'il ne puisse faire ça à personne d'autre. » La police a dit qu'ils avaient suffisamment de preuves pour l'inculper de vol d'identité et de fraude. Les autorités fédérales s'impliquent parce qu'il a traversé les frontières des États et utilisé de fausses identités. Il risque de passer de sérieuses années en prison. Ce n'est pas assez, dit Harper, sa voix se durcissant. Je veux retrouver ces autres victimes. Je veux les aider à obtenir justice, aussi. Et je veux m'assurer que sa vraie femme sache exactement quel genre d'homme elle a épousé. J'ai étudié le visage de ma fille. J'y ai vu une force qui me rappelait tellement sa mère que j'en ai eu le souffle coupé. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Cela va signifier revivre tout ce qui s'est passé, probablement témoigner devant un tribunal, le revoir. J'en suis sûr, dit Harper sans hésitation. Il a essayé de détruire ma vie, papa. Il a essayé de me monter contre toi et de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Il m'a fait douter de ma propre santé mentale et de ma propre valeur. Je ne vais pas le laisser s'en tirer, et je ne vais pas le laisser faire ça à personne d'autre. Cet après-midi-là, la détective Martinez est venue à la maison pour nous informer de l'enquête. Elle s'est assise dans notre salon avec un dossier épais, son expression sérieuse mais optimiste. Nous avons pris contact avec Rebecca Morrison, son épouse légale, a-t-elle commencé. Elle est dévastée, bien sûr, mais elle coopère pleinement à l'enquête. Elle n'avait aucune idée de ses autres identités ou de ses activités criminelles. Elle pensait qu'il travaillait comme consultant itinérant. Et ses enfants, a demandé Harper. Ils vont bien? Ils sont confus et blessés, mais ils sont en sécurité. Rebecca a le soutien de sa famille et elle a déjà demandé le divorce. Elle nous a également fourni des registres financiers qui montrent un schéma de revenus inexpliqués au cours des dernières années. De l'argent que nous savons maintenant provenir de ces divers stratagèmes de fraude. La détective Martinez a ouvert son dossier et a sorti plusieurs photographies. Nous avons également identifié au moins 3 autres victimes en plus de celles que votre détective privé a trouvées. Marcus Webb a mené ses escroqueries amoureuses pendant au moins 7 ans, voire plus. Le montant total volé à toutes ces victimes approche $1 demi-million. Le visage de Harper pâlit. $1 demi-million. Combien de femmes a-t-il détruites? Au moins 8 que nous connaissons jusqu'à présent.
Le FBI prend en charge l'affaire en raison de la nature multi-État de ces crimes et de l'ampleur de la fraude financière. Ils voudront vous interroger longuement, Harper. Votre témoignage sera crucial pour établir son mode de comportement. Je ferai tout ce qu'il faudra, dit Harper immédiatement. Après le départ de la détective Martinez, Harper et moi nous sommes assis sur le porche avant, regardant le coucher de soleil. C'était quelque chose que nous faisions régulièrement quand elle était plus jeune, mais nous n'avions pas partagé ce genre de moment paisible depuis presque 2 ans. Papa, dit-elle doucement. Je dois te demander autre chose. N'importe quoi. Quand tu as engagé l'enquêteur privé et commencé à rassembler des preuves contre Albert Marcus, quel que soit son nom, espérais-tu que je le découvrirais par moi-même? Attends-tu que je vienne vers toi? J'ai examiné la question attentivement. Une partie de moi espérait que oui. Je pensais que si je restais constant, si je continuais à être ton père et à t'aimer malgré tout ce qu'il te disait de moi, tu commencerais peut-être à voir les contradictions dans ces histoires. Mais tu étais aussi prêt à le démasquer, que je le découvre ou non. Oui, je ne pouvais pas te laisser l'épouser en sachant ce que je savais. Même si cela signifiait que tu ne me pardonneras peut-être jamais, Harper tendit la main et prit la mienne. Je suis tellement désolé que cela en soit arrivé là. Je suis désolé que tu aies eu à choisir entre me protéger et me perdre. Je ne t'ai jamais perdu, dis-je en serrant sa main. Tu étais toujours là, toujours ma fille, même quand tu ne pouvais pas le voir. Marcus a essayé de m'effacer de ta vie, mais il a sous-estimé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il a sous-estimé à quel point ton père t'aime et à quel point tu l'aimes au fond de toi. Même quand quelqu'un essaie de te convaincre du contraire. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombrissant, j'ai réalisé que Marcus Webb nous avait en fait rendu un service involontaire, sa trahison avait été si complète, si dévastatrice qu'elle avait brisé tous les murs qu'il avait construits entre Harper et moi. Maintenant, nous pouvions reconstruire notre relation sur une base de vérité et de respect mutuel, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Demain apporterait plus d'entretien, plus de procédures judiciaires, plus de douloureux rappels de la proximité avec laquelle Harper avait failli tout perdre. Mais ce soir, ma fille était à la maison. Elle était en sécurité, et elle savait sans aucun doute que son père se battrait toujours pour elle. Cela valait plus que tout l'argent que Marcus avait volé. 8 mois plus tard, j'étais assis dans un tribunal fédéral, assistant à la condamnation de Marcus Webb, dont le vrai nom s'est avéré être Marcus David Thompson, pour de multiples chefs d'accusation de fraude, de vol d'identité et de bigamie. Harper était assise à côté de moi, sa posture droite et confiante. Aucune trace de la femme brisée qui s'était effondrée dans sa robe de mariée cette terrible nuit. Les 8 derniers mois avaient été un voyage de guérison et de justice que je n'aurais jamais pu imaginer. L'enquête du FBI avait mis au jour un réseau criminel qui remontait à plus d'une décennie. Marcus n'était pas un simple escroc. Il faisait partie d'un groupe organisé spécialisé dans la fraude romantique, partageant des techniques et même des identités pour maximiser leurs profits. Harper était devenu le témoin clé dans l'affaire fédérale. Son témoignage sur les tactiques de manipulation psychologique de Marcus avait aidé les procureurs à établir un schéma de comportement qui le reliait à des crimes dans 7 États différents. Elle avait parlé à une salle d'audience comble de la façon dont il l'avait systématiquement isolé de sa famille, lui avait volé son argent et avait failli détruire son sens de la réalité. Le défendeur n'a pas seulement volé de l'argent à ses femmes, avait dit Harper lors de son témoignage, sa voix claire et forte. Il a volé leur capacité à se faire confiance, leur confiance en leur propre jugement, leur foi en l'amour lui-même. Les dommages financiers peuvent être réparés avec le temps, mais les dommages psychologiques durent beaucoup plus longtemps. Alors que le juge lisait la sentence de Marcus, 15 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle avant 8 ans, j'ai observé son visage pour déceler le moindre signe de remords ou de reconnaissance de la douleur qu'il avait causée. Il n'y en avait aucun. Même maintenant, il conservait l'expression froide et calculatrice de quelqu'un qui ne voyait ses victimes que comme des sources de revenus. Après la sentence, Harper et moi sommes sortis du palais de justice ensemble sous le soleil éclatant du printemps. Elle avait reconstruit sa vie d'une manière qui m'émerveillait chaque jour. Les dommages financiers causés par le vol de Marcus avaient été largement réparés grâce aux demandes d'indemnisation et aux ordonnances de restitution, mais surtout, elle avait retrouvé sa confiance et sa capacité à faire confiance à ses propres instincts. « Comment te sens-tu » ai-je demandé alors que nous nous tenions sur les marches du palais de justice. Harper resta silencieuse un instant, réfléchissant à la question. « Soulagée » dit-elle finalement.
Pas seulement parce qu'il va en prison, mais parce que tout ce chapitre de ma vie est enfin clos. Je peux avancer maintenant sans regarder par-dessus mon épaule. Elle avait déjà commencé à avancer de manière remarquable. 3 mois après le désastre du mariage, Harper était retournée à l'école pour devenir conseillère, se spécialisant dans l'aide aux victimes d'abus psychologiques. Elle voulait utiliser son expérience pour aider d'autres femmes à reconnaître les signes avant-coureurs de la manipulation avant qu'elles ne perdent tout. Je sais ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui détruit systématiquement votre sens de la réalité, m'avait-elle dit lorsqu'elle a mentionné pour la première fois son changement de carrière. Je veux aider d'autres femmes à se faire de nouveau confiance. Alors que nous marchions vers ma voiture, le téléphone de Harper sonna. Elle répondit avec un sourire qui était devenu familier au cours des derniers mois. « Salut, James, dit-elle, et je pouvais entendre la chaleur sincère dans sa voix. James Patterson était un autre étudiant du programme de conseil de Harper, un veuf d'une trentaine d'années qui était retourné à l'école après avoir perdu sa femme d'un cancer. Il était gentil, patient, et surtout, il encourageait Harper à maintenir son indépendance et ses relations étroites avec sa famille et ses amis. Le contraste avec Marcus n'aurait pas pu être plus frappant. « Papa et moi venons de quitter le palais de justice, disait Harper. Oui, 15 ans. Nous fêterons ça ce soir au dîner. Nous fêterons. » Après avoir raccroché, elle se tourna vers moi avec une expression légèrement embarrassée. James a demandé s'il pouvait se joindre à nous pour le dîner ce soir. J'espère que ça va. Bien sûr que ça va, dis-je, et je le pensais. James n'avait été que respectueux envers moi, ne cherchant jamais à s'interposer entre Harper et moi comme Marcus l'avait fait. En fait, il encourageait souvent Harper à passer du temps avec moi, comprenant qu'une relation saine devait renforcer les liens familiaux, et non les affaiblir. Alors que nous rentrions chez nous, Harper était exceptionnellement silencieuse. Finalement, elle dit, « Papa, puis-je te demander quelque chose qui me tracasse toujours? Penses-tu que j'aurais fini par le découvrir? Si tu n'avais pas démasqué Marcus au mariage, penses-tu que j'aurais réalisé ce qu'il me faisait? » C'était une question qu'elle avait posée plusieurs fois au cours des derniers mois, et je comprenais pourquoi elle la hantait. Elle avait besoin de croire qu'elle n'était pas complètement impuissante, qu'une partie d'elle aurait fini par reconnaître la vérité. « Je pense que tu commençais déjà à le comprendre, dis-je. Honnêtement, l'enquêteur privé a remarqué que tu semblais mal à l'aise au dîner de répétition. Comme si une partie de toi savait que quelque chose n'allait pas. Et tu m'as dit toi-même que tu avais eu des doutes sur certaines des histoires de Marcus, mais je n'aurais peut-être pas agi sur ces doutes. Peut-être pas. Mais Harper, ce n'est pas la question importante. La question importante est ce que tu as fait quand tu as été confronté à des preuves irréfutables de qui il était vraiment. Tu aurais pu choisir de croire ces mensonges même alors. Tu aurais pu te convaincre que j'avais d'une manière ou d'une autre fabriqué les preuves. Au lieu de cela, tu as choisi d'affronter la vérité, même si c'était dévastateur. Harper hocha la tête. Mais je pouvais voir qu'elle luttait toujours avec le doute de soi. Parfois, je me demande si je ne suis pas trop naïve pour avoir une relation saine. Si je suis trop confiante, trop désireuse de croire le meilleur des gens. Ces qualités ne sont pas des faiblesses, ma chérie. Ce sont ce qui fait de toi une bonne personne. Le problème n'était pas que tu étais trop confiante. Le problème était que Marcus était un prédateur habile qui ciblait précisément ses qualités. Mais regarde comment tu as utilisé cette expérience. Tu aides d'autres femmes à éviter le même piège. Tu construis une relation avec James basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Tu as transformé ta pire expérience en quelque chose qui te rend plus forte et aide les autres. Nous sommes arrivés à l'entrée de la maison où Harper avait grandi, la maison où elle vivait à nouveau pendant qu'elle terminait ses études. Elle avait d'abord été gênée de revenir vivre à la maison à 28 ans, mais je chérissais chaque jour de la retrouver si près de moi. Ce soir-là, James nous a rejoints pour dîner au même restaurant où ma femme et moi avions célébré notre anniversaire de mariage chaque année. Harper l'avait suggéré, disant qu'elle voulait remplacer les associations douloureuses par de nouveaux souvenirs heureux alors que je regardais Harper et James ensemble pendant le dîner. J'ai été frappé par la différence de son comportement par rapport à celui qu'elle avait avec Marcus. Avec Marcus, elle était constamment sur le qui-vive, essayant toujours de dire la bonne chose, toujours soucieuse de le décevoir. Avec James, elle était détendue et véritablement elle-même. « Alan, dit James alors que nous finissions notre dessert. Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait pour Harper. Je sais que cela n'a pas dû être facile de risquer votre relation avec elle pour la protéger.
N'importe quel père aurait fait la même chose, ai-je répondu. Non, dit James sérieusement. Tous les pères n'auraient pas eu le courage d'agir quand cela signifiait potentiellement perdre sa fille pour toujours. Et tous les pères ne l'auraient pas pardonné d'avoir choisi un manipulateur plutôt que lui, même temporairement. Harper tendit la main et me serra la main. James a raison, papa. Je t'ai fait vivre un enfer, et tu n'as jamais cessé de m'aimer ni de te battre pour moi. En regardant ma fille à travers la table, saine, heureuse, poursuivant une carrière qui aiderait d'autres femmes, j'ai réalisé que Marcus Webb avait finalement échoué à tous égards importants. Il avait tenté d'isoler Harper de moi, mais notre relation était maintenant plus forte que jamais. Il avait tenté de voler son argent, mais elle s'était rétablie financièrement et construisait une carrière qui lui apporterait à la fois revenu et sens. Il avait tenté de détruire sa capacité à faire confiance, mais elle avait appris à se faire confiance à nouveau et construisait une nouvelle relation basée sur le respect mutuel et l'honnêteté. Plus important encore, il avait essayé de faire d'elle une victime, mais elle avait choisi de devenir une survivante. 6 mois plus tard, je me tenais dans une autre salle de réception, mais cette fois, l'ambiance n'aurait pas pu être plus différente. Harper recevait un prix de l'Association des conseillers de l'État pour son travail auprès des victimes d'abus. Elle avait terminé ses études en un temps record et avait déjà aidé des dizaines de femmes à reconnaître et à échapper à des relations manipulatrices. Alors qu'elle prononçait son discours de remerciement, j'ai ressenti une fierté qui allait plus loin que tout ce que j'avais jamais éprouvé. Non seulement de la fierté pour ses réalisations professionnelles, mais aussi de la fierté pour la force et la sagesse qu'elle avait montrée en reconstruisant sa vie. Mon père m'a un jour dit que le plus important quand on tombe, c'est d'apprendre à se relever, a dit Harper depuis le podium. Je suis tombé lourdement et je suis tombé publiquement. Mais avec l'aide de personnes qui m'aimaient vraiment, j'ai appris que se relever ne consiste pas seulement à récupérer. C'est aussi à utiliser son expérience pour aider les autres à éviter la même chute. Après la cérémonie, alors que nous nous dirigions vers nos voitures, Harper se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Papa, je dois te dire quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?»« Je suis reconnaissante que ça soit arrivé. » Je m'arrêtai net, choqué par ces paroles. « Quoi ? » ?»« Je suis reconnaissante que Marcus soit entré dans ma vie et m'ait montré ce à quoi ressemble la manipulation. Je suis reconnaissante que tu aies eu le courage de le démasquer. Je suis reconnaissante pour tout ce que nous avons traversé parce que cela m'a mené au travail que je fais maintenant et à la relation que j'ai avec James. Cela m'a montré ce qu'est le véritable amour, le genre que tu m'as montré quand tu as tout risqué pour me protéger. » Alors que nous nous tenions là, sur le parking, j'ai réalisé que Harper avait raison. Le cauchemar qui avait commencé avec une poubelle à une réception de mariage avait finalement mené à quelque chose de beau. Non pas parce que la douleur en valait la peine, mais parce que nous avions choisi de transformer cette douleur en force, en sagesse et en service aux autres. Marcus Webb avait tenté de détruire la vie de ma fille, mais au lieu de cela, il lui avait involontairement donné un but plus significatif que tout ce qu'elle faisait auparavant. Il avait tenté de la monter contre moi, mais au lieu de cela, il lui avait montré la différence entre la manipulation et l'amour véritable. En regardant Harper partir pour retrouver James pour le dîner, je pensais à la poubelle qui avait tout déclenché. Marcus l'avait voulu comme l'humiliation ultime, un symbole de mon inutilité dans la vie de Harper. Mais au final, elle était devenue tout autre chose, un symbole de la rapidité avec laquelle les mensonges peuvent être exposés face à la vérité, et de la façon dont l'amour peut survivre même aux tentatives les plus sophistiquées pour le détruire. Le vieil homme, qui avait été réduit à s'asseoir sur une poubelle au mariage de sa fille, était parti. À sa place se tenait un père qui s'était battu pour son enfant et avait gagné. Non par la force ou la manipulation, mais par la patience, l'amour et un engagement inébranlable envers la vérité.